Alors, ce que je propose, c'est que on fasse une petite présentation de tact et qu'on laisse ensuite la possibilité à la salle de poser des questions. Puisque je vais essayer de raccourcir, avec Estelle, on va essayer de raccourcir ce qu'on avait prévu de dire pour garder le timing et surtout que je puisse justifier aux intervenants d'après que le timing a été gardé. D'autant plus que la présentation d'Alice, m'a fait dévier des choses que j'avais envie de vous partager ce matin, avec un premier élément qui est de se dire la journée d'aujourd'hui, notre idée avec Estelle et l'ensemble des personnes qui ont participé à TACT, et que je remercie, Léa Renouf qui est parmi nous, mais aussi le GHU, Emmanuel Jouette, Alice Montois et Julie Michaud. C'était dans notre idée de faire colloque au sens premier du terme, c'est-à-dire d'être un moment de rencontre entre des gens qui ont une expertise, une expérience, qui ont des questions, et de pouvoir partager sur cette question-là. La deuxième réflexion que j'ai notée en écoutant Alice, c'est que vis-à-vis des chercheurs, généralement, on a des attentes, puisque le chercheur ou la chercheuse, c'est celui qui sait. Et en même temps, le principe même de faire de la recherche, c'est par principe ne pas savoir. Donc moi, je suis un peu partagé entre me dire qu'il y a des attentes sociales qui voudraient que je sache, et en même temps me dire que le travail de recherche, c'est entrer dans un sujet, par exemple celui des maltraitances, dans un sujet plus précis qui est celui des signalements des maltraitances, et dans un sujet encore plus précis qui est la question des coopérations de maltraitance. Et qu'il faudrait qu'à la fin de TACT, on puisse répondre aux attentes, mais à la fois aux attentes des politiques, aux attentes des personnes qu'on a rencontrées et qui nous ont donné de leur temps, qui nous ont parlé avec sincérité, qui sont habitées par le sujet, et donc là, c'est des attentes aussi affectives, et de se rendre compte qu'à la fin de la recherche, on a peut-être autant de questions que ce qu'on pouvait en avoir au début. En tout cas, moi, j'ai des questions qui sont aussi des questions de chercheurs. C'est de se dire, voilà, grosso modo, quand on fait de la recherche, on choisit un objet. Ça peut être un verre si on est un physicien. Ça peut être la maltraitance si on fait des sciences politiques, des sciences sociales, de l'anthropologie. Et puis, on doit mettre en place des outils de mesure, d'évaluation, qui doivent nous permettre de mesurer le phénomène, de le décrire, d'en décrire des dimensions différentes qui peuvent être psychologiques, affectives, organisationnelles, etc. Donc le but du chercheur, c'est de construire ça. Alors ça prend du temps de construire ça. Il faut rencontrer, il faut se mettre d'accord sur quelles questions on les pose, comment on les pose. Est-ce que c'est par questionnaire? Est-ce que c'est par entretien? Est-ce que les gens sont sincères quand ils vont nous répondre? Est-ce qu'ils sont intéressés à nous répondre? Et théoriquement, cette espèce de construction questionnaire, etc., elle doit permettre aux chercheurs d'être objectifs. C'est-à-dire, elle doit permettre aux chercheurs de ne pas parler comme un militant, de ne pas parler comme un politique. Et elle devrait dévoiler la vérité du verre qui a posé ici, ou la vérité de ce qui se passe sur les maltraitances, les pratiques de maltraitance, etc. Je pense que si on a choisi avec Estelle d'organiser un colloque qui n'est pas une description académique sur ce qu'a fait la recherche TACT, c'est que moi, ça m'a posé des questions sur mon rôle et ma fonction de chercheur. Il me semble que décrire objectivement ce qu'est les maltraitances, c'est une gageure un peu compliquée. Et ça m'a posé aussi des questions, je vous ai dit, entre ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. C'est qu'on s'est bien rendu compte qu'en allant rencontrer l'ensemble des professionnels, l'ensemble des personnels dans les conseils départementaux, dans les agences régionales de santé, dans les tribunaux judiciaires, dans les associations ELMA, qu'on avait affaire à des gens qui savaient. À des gens qui savaient parce qu'ils ont une expérience, parce qu'ils sont professionnels, parce qu'ils ont fait. Et donc, là aussi, cette espèce de distinction entre le chercheur qui sait et finalement, alors vous avez un anthropologue qui dit ça, de dire mais les sujets qu'on interroge ne sont pas des idiots culturels, ils ont en fait des choses à dire et ils ont des connaissances que le chercheur n'a pas.
Et je pense que cet élément-là nous oblige à faire de la recherche un peu autrement. Alors il y aurait un gros mot pour expliquer ça, hein, en tout cas pour décrire ça, c'est de dire que si on veut faire de la recherche, déjà c'est pas de la recherche sur les gens ou sur ce qu'ils pensent, c'est de la recherche avec eux. Et il faut essayer de fonder ce qu'on pourrait appeler une communauté épistémique. C'est-à-dire de se dire comment on va pouvoir co-construire ensemble de la connaissance. Et il me semble que la recherche TACT, elle a participé à mettre un premier pied sur comment, déjà méthodologiquement, on peut co-construire des choses. Et puis, là aussi, dernier élément introductif, c'est que il est difficile, je pense, pour une équipe de recherche de se dire, en tout cas d'avoir les attentes de ce qu'un décret n'est pas arrivé à faire. C'est un décret qui posait la question de la coopération dans le signalement de maltraitance il y a une vingtaine d'années et qui finalement, il a fait juste de décréter des choses sans avoir changé les pratiques. De la même manière, je pense qu'une équipe de recherche, elle peut aussi décréter qu'elle connaît des choses et dire il n'y a qu'à Faucon. Mais si elle ne le fait pas avec les gens et en comprenant ce qui empêche, ce qui encourage, ce qui engage les gens à faire, elle se tromperait à la fois de combat et elle n'aurait pas la visée transformative qu'évoquait Jean-Baptiste Capgras au début de cette journée. Donc le but de cette journée, pour nous, il est de se dire faisons se rencontrer les gens, écoutons ce qu'ils ont à dire, leurs convictions, leur expérience, et mettons ça au travail. Derrière cette introduction, je vais vous présenter rapidement quelques éléments quand même qui sont à retirer, je pense, de la recherche TACT. Donc c'est une recherche qui a été initiée par Alice, qui a été portée par une association qui est Prisme, à l'aide d'un comité scientifique, qui a été financée par la CNSA, réalisée par 2 laboratoires, que sont le GHU des hôpitaux psychiatriques parisiens et l'IFRO-CRDMS, avec un objectif principal qui était la coopération autour du signalement de maltraitance sur les adultes vulnérables et en gros d'identifier des pratiques qui sont des pratiques inspirantes pour essayer de les diffuser. Et cette recherche, elle s'est appuyée sur une dynamique qui a été, que Alice a décrite, sur une dynamique de gens qui se sont mobilisés et qui venaient de l'ensemble des territoires et qui étaient intéressés pour travailler, partager sur cette recherche. Et donc la démarche qu'on a suivie, c'était une démarche alors qui sur 3 ans, qui avait 3 grands temps. Un premier temps, en fait, qui a consisté à organiser des focus group, où chaque membre du focus group venait avec une situation de maltraitance. En fait, les gens sont venus avec des situations lourdes, et pas avec des situations légères. Et l'idée était de pouvoir construire une vision partagée de ce qui s'était passé sur cette situation de maltraitance, de marquer les freins, de marquer qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, et de se rendre compte que, en tout cas, les différents points de vue sur ces situations faisaient qu'on n'avait pas toujours les mêmes interprétations de ce qu'était une maltraitance, de comment on pouvait la résoudre, de comment on pouvait mobiliser un réseau qui était le sien ou un réseau à construire pour pouvoir aider à résoudre le signalement. Ensuite, on a passé à une deuxième phase qui était de se dire on va aller rencontrer les gens sur les territoires pour essayer de comprendre autour de ces signalements de maltraitance comment on s'organise, alors je dirais même comment parfois on bricole pour pouvoir prendre en compte ces signalements et à la fois essayer de faire cesser les maltraitances, mais aussi parfois de pouvoir sanctionner les auteurs de ces maltraitances. Et enfin, on a essayé de travailler dans des petits ateliers pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut construire comme guide ou comme élément de conseil pour pouvoir aider les gens à mieux coopérer sur leur territoire. Là aussi, très très vite, en fait, une des choses dont on a convenu avec l'ensemble des participants,
c'est qu'on n'allait pas pouvoir prescrire des choses sur la meilleure organisation de la coopération, des signalements de maltraitance en territoire, en disant le modèle c'est celui-ci, suivez-le et tout va être résolu. On s'est bien rendu compte qu'il existait en fait des configurations ad hoc et que notre but, elle était plus de pouvoir aider les gens à se questionner et à produire les solutions locales qui étaient celles qu'ils pouvaient envisager dans le réseau qui était le leur, avec les financements qui étaient le leur, etc. etc. Donc voilà la démarche. Pour essayer de comprendre l'objet de la recherche TACT, alors on a déjà évolué des choses. Une des choses qui est particulière dans cet objet-là, c'est que entre le deal de départ, entre guillemets, et le deal d'arrivée, l'objet, contrairement au physique, il a évolué au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y avait une personne au ministère, Alice C, pour ne pas la nommer, qui, au fur et à mesure qu'on avançait, faisait avancer une loi sur ce qu'on était censé observer. Et on nous disait, vous, les chercheurs, vous allez pouvoir construire des conseils sur quelle est la stratégie. Et on se rendait compte qu'au fur et à mesure, la stratégie, elle allait arriver avant les résultats de la recherche. Donc là aussi, on se posait des questions sur... effectivement, on a cette idée de se dire, il y a une rationalité, on pose, et c'est les chercheurs qui les posent par exemple, la rationalité, et puis après, on va agir en fonction. Et finalement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une belle phrase de Marx que j'ai appris quand j'étais étudiant, qu'il ne faut pas prendre la logique des choses, les choses de la logique pour la logique des choses. Là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a une marche rationnelle où on sait, puis on agit. Et puis, en fait, là, les choses se passaient dans l'autre sens. Mais c'est bien normal. En fait, ça ne se passe jamais. Tout projet a ses impondérables et se passe jamais comme on l'a prévu. Donc, un premier élément sur la maltraitance, c'est qu'on était parti de cette définition du vocabulaire partagé, et puis au cours de la recherche, cette définition est devenue officielle. Elle s'est instituée, et elle est devenue la définition que nul n'est censé ignorer, puisqu'elle est inscrite dans la loi. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller la lire, ainsi que le vocabulaire partagé. Cette définition, elle permet, à mon sens, je vais le dire de manière simple, elle donne un cadre commun pour pouvoir cerner en fait un phénomène social qui est complexe et qui est protéiforme, et un phénomène social qui nous demande de réfléchir sur la manière dont on pacifie nos liens sociaux. Et il y a des tas de manières de penser la pacification des liens sociaux. Ça peut être l'éducation, ça peut être la sanction. Et c'est bien un travail collectif que de se poser la question de comment on est moins violent, agressif envers autrui. Et donc, ce phénomène protéiforme, effectivement, il y a une diversité d'acteurs impliqués, de causes, de conséquences, de responsabilités en jeu. Le deuxième élément qui est constitutif de la recherche, c'est la notion de signalement. Et là aussi, si la notion de maltraitance était définie, et on pouvait suivre la définition, la notion de signalement, elle n'est pas définie. Donc le signalement, c'est le fait de signaler. Mais quand on va voir les acteurs, ils nous disent « Ah bah oui, le signalement, c'est un signalement à une autorité. » Mais c'est quelle autorité ? C'est le directeur d'établissement, c'est l'ARS, c'est le ministre, c'est la police. Donc il a fallu qu'on détermine ce que nous, on allait appeler signalement, ou en tout cas, dans cet objet, comment on allait définir cette question-là. Et une des choses, c'est que signaler à une autorité, ça veut dire que déjà cette autorité, elle est responsable. Et elle est responsable, c'est-à-dire qu'on signale à la place d'une personne qui elle-même ne peut pas porter plainte. Donc il y a cette chose-là, à mon avis, qui est relativement importante, c'est-à-dire que c'est une autre manière de définir, ou c'est une conséquence de la vulnérabilité. Il peut y avoir des tas de causes sur le fait qu'on n'arrive pas à porter plainte, qu'on ne peut pas porter plainte. Et donc, cette responsabilité de l'autorité, c'est soit une responsabilité qui est liée au type de vulnérabilité. Je suis enfants, personnes âgées, personnes en précarité, soit de la nature de l'acte maltraitant. Et là, la responsabilité, c'est celle de la justice, de la police, des ordres professionnels, des agences régionales de santé. Et puis parfois, on a des autorités qui vont mélanger ces deux aspects-là.
Et puis, enfin, il y a qu'est-ce qu'on peut retenir du signalement de maltraitance, hein. Nous, on a essayé de circonscrire les choses. On s'est dit, on ne peut pas s'intéresser à tous les types de signalements. Et on s'est intéressé au signalement auprès des autorités, entre guillemets, officielles, c'est-à-dire des agences régionales de santé, des conseils départementaux, des DETS, de la justice police. Avec un premier constat, c'est que chacune de ces institutions organise les signalements, déjà les nomme pas forcément de la même manière, et les organise en interne de manière différente. Donc, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on est déjà allé interroger dans les différentes ARS, conseils départementaux ou tribunaux judiciaires, comment concrètement ils organisaient la chose. C'est-à-dire à quel moment on prend en compte un signalement. Et pour vous dire un petit détail, c'est que la question, par exemple, du signalement pour une agence régionale de santé, le signalement n'est pas forcément un signalement de maltraitance. Ça peut être un signalement d'un dysfonctionnement dans l'établissement. Donc comment j'arrive, quand je reçois le signalement, de me dire ce dysfonctionnement, il met en place, ou en tout cas, sa conséquence, c'est une maltraitance supposée, etc., etc. Donc là aussi, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une diversité de manières de s'organiser et de définir, ou en tout cas de mettre en pratique, comment on collectionne, traite ces signalements de maltraitance. On parle pour l'instant uniquement de comment ça se passe dans chacune des institutions. Mais bien sûr, les maltraitances qui arrivent dans ces institutions, déjà arrivent les maltraitances en fait généralement les plus complexes. C'est celles sur lesquelles les professionnels, entre guillemets, se sont cassés les dents. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution ou parce qu'ils ont besoin de se dire il y a besoin d'une pluralité d'expertise pour pouvoir aider à résoudre cette maltraitance-là ou ces maltraitances-là. Et se trouve ensuite la question de comment on va coopérer entre ces institutions qui ont des rôles, des missions, des fonctions, des cultures professionnelles différentes et qui, parfois, même assez souvent, mais comme c'est le cas dans la vie de tous les jours, se comprennent qu'à demi-mot. C'est-à-dire qu'on met justement des définitions qui ne sont pas exactement identiques les unes des autres. Pour vous donner un exemple des définitions, en tout cas, qui peuvent poser question, c'est-à-dire que suivant du point de vue que vous avez, c'est-à-dire du point dans lequel vous parlez dans le système de dispositifs de maltraitance, vous n'avez pas forcément la même notion de ce qu'est l'urgence ou la criticité. Et donc ça, il faut avoir un temps dédié pour pouvoir partager. Et effectivement, si vous êtes du côté de la police-justice et que vous êtes confronté à des violences sexuelles très graves au pénal, vous allez avoir votre manière d'interpréter ce qu'est une maltraitance et aussi votre manière de hiérarchiser la nécessité à agir plus ou moins vite. Ce qui ne va pas être du tout, ou en tout cas un cas un peu différent avec le collègue de l'institution d'en face. Donc voilà pour la présentation de l'objet des maltraitants. Je vais laisser Estelle nous dire quelques mots sur les enseignements de la recherche TACT. Oui, alors en fait j'irai très vite sur... on avait imaginé parler d'enseignement... à la fois en termes méthodologiques et puis de contenu, en termes de politique de lutte contre la maltraitance. Alors, tous les aspects méthodologiques ont déjà été abordés, notamment par Alice et par Guillaume. Mais pour faire rapidement, donc vous l'aurez compris, une recherche qui porte sur du temps long, qui peut se confronter aussi aux attentes des professionnels de terrain. Donc il a fallu cheminer au fil des mois pour tenir en fait ces allers-retours entre le contexte politique au niveau central qui évolue et puis le travail en train de se faire au cœur des territoires. Et ces allers-retours, nous les avons faits en conservant, en tentant de conserver notre indépendance de chercheur. Cela a été rappelé précédemment. Traditionnellement, une position de chercheur qui est surplombante, des chercheurs qui ne sont pas forcément concernés personnellement par l'objet. Et donc, ça nous a invités à questionner notre positionnement de chercheur, de comment en fait intégrer davantage l'expérience et surtout l'expertise des parties prenantes concernées. On l'a bien rappelé, acteurs associatifs, les professionnels de différents champs, sanitaires, social, médico-social, les professionnels administratifs des collectivités, les élus,
les acteurs de la police-justice et bien sûr les personnes concernées et leur entourage. Donc je pense que je ne vais pas faire plus long sur cela puisque on l'a déjà développé, mais je te laisse poursuivre sur les... Tu peux faire les constats généraux peut-être. Les constats généraux en termes de politique de lutte contre la maltraitance. Donc, d'abord, ce qu'on a pu relever, c'est que les violences intrafamiliales sont rendues moins visibles par le dispositif de signalement, à la fois parce qu'elles ont lieu dans le cadre feutré du domicile, qui est moins accessible que d'autres espaces, mais également parce qu'elles peuvent parfois être niées par la victime elle-même au nom de la loyauté familiale. Donc cette maltraitance reste enfermée au domicile. Il a été difficile, dans le cadre de la recherche, de toucher à ces phénomènes-là. On a aussi relevé que lorsqu'on allait enquêter auprès des acteurs, il y avait peu de situations de personnes en situation de handicap. On nous parlait beaucoup des personnes âgées. Alors, on peut faire l'hypothèse qu'il y a une forme de régulation ou un étouffement des situations par les professionnels en établissement et des enjeux qui tournent autour du crédit que l'on donne à la parole des personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, cet après-midi, on aura l'occasion de développer ces enjeux-là. En fait, on a aussi remarqué qu'il y a un certain nombre de freins au signalement. Pour le dire autrement, il y a plein de bonnes raisons de ne pas signaler, du point de vue des acteurs, bien évidemment. D'abord, signaler contre l'avis de sa hiérarchie. Par exemple, il peut y avoir des enjeux médiatiques qui poussent certains élus ou acteurs ou directeurs de services de santé sociaux ou médico-sociaux de minimiser les faits, voire empêcher la révélation de ces faits, à leur signalement et au bon traitement. Ensuite, un autre frein, signaler contre l'avis de ses collègues, aller à l'encontre en fait des rhétoriques professionnelles qui peuvent consister à protéger la profession ou ses modes de fonctionnement. Un autre frein aussi, signaler quand cela concerne la cellule familiale. Je l'évoquais tout à l'heure, les enjeux de conflit de loyauté. Au-delà des enjeux moraux, en fait, c'est aussi envisager la conséquence du signalement pour une situation au domicile. Cela peut être pour une personne âgée d'être placée en établissement, pour être éloignée de la personne qui agit défavorablement, qui réalise la maltraitance. Un autre frein au signalement, donc toujours sur les conséquences en fait, au signalement, c'est les conséquences sur les trajectoires personnelles et professionnelles. Le signalement, ça peut rebattre les cartes d'une configuration familiale, ça peut venir casser un parcours professionnel. Donc voilà, ce sont les freins qu'on a pu identifier au signalement. Ensuite, tu enchaînes sur les constats sur la coopération. Et donc, quelques constats maintenant sur la notion de coopération. Hein. s'est posé, ou en tout cas se pose dans des territoires, une première question quelle est la composition des instances et commissions qui doivent traiter ces signalements. C'est-à-dire qui doit être autour de la table. Et une fois qu'on définit qui est autour de la table, c'est en fait quelles sont les missions de chacun et quelle est la méthode qu'on adopte. Et dans les territoires, on a une profusion de pratiques différentes sur ces questions-là, mais là aussi, on ne va pas donner de réponse, mais il y a des réponses à trouver dans chacun des territoires. Sur les pratiques de pilotage, aussi d'une organisation territoriale de coopération autour du signalement, en fait, on s'est rendu compte qu'on a des structurations qui sont très diverses. Vous pouvez avoir des pratiques très structurées et puis des pratiques, elles, qui sont très ad hoc et qui vont dépendre des réseaux, des interconnaissances interpersonnelles. Une des choses qui est à souligner, c'est que assez souvent, l'acteur leader, c'est le conseil départemental. À la fois parce qu'il a des ressources et des compétences pour pouvoir faire ce travail-là. Ensuite, un des enjeux très très forts aussi sur cette coordination, c'est le fait d'arriver à animer un réseau et de maintenir un réseau qui est à la fois un réseau qu'on pourrait appeler spontané, qui est quels sont les professionnels à qui je travaille, et puis un réseau qui va permettre d'avoir les informations les plus à jour sur les personnes. Et ça demande de faire un lien entre, effectivement, les commissions qui traitent,
peut-être un peu plus éloignées, de manière un peu plus administrative, et en fait, les personnes de terrain. Assez souvent, là aussi, ces questions de maltraitance sont dynamiques dans le temps. La maltraitance, elle n'est pas donnée une fois, les situations évoluent, se dégradent, ou en tout cas changent pour les personnes, et il faut mettre à jour ces éléments-là. Élément suivant, c'est de pouvoir aussi définir ensemble d'un cadre d'action, d'un cadre éthique, c'est-à-dire réfléchir ensemble sur comment on se met d'accord, sur le secret professionnel, le secret partagé, la déontologie, pour pouvoir travailler lorsqu'on est d'institutions différentes. Et notamment entre police, justice, conseils départementaux, agences régionales de santé et professionnels de santé. Et puis, une dernière chose qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, on a souvent des professionnels qui sont très engagés. C'est-à-dire que le déficit d'organisation, il est comblé par l'engagement et la conviction de ces professionnels-là, qui peut, en tout cas, qui devrait amener à avoir des actions privilégiées pour prévenir les conséquences en fait physiques ou psychiques, et notamment la souffrance qu'il peut avoir au travail ou les émotions négatives que parfois les constats d'échec ou l'insatisfaction produisent sur les gens. Et là aussi, sur ces questions-là, en fait, dans les territoires observés, plus le réseau est intense en termes de degré de sociabilité, en fait, plus le soutien est fort pour les professionnels. Là où les souffrances sont les plus fortes, et en termes de QVT, ce sont bien les endroits, en fait, où les gens sont seuls pour pouvoir décider face aux situations. Et enfin, je vais te laisser présenter là brièvement le reste de notre journée. Alors, donc comme on le rappelait, l'objectif de la journée, c'est de faire colloque au sens premier du terme, de réunir un ensemble d'acteurs concernés par la lutte contre les maltraitances, de faire discuter un ensemble d'acteurs. Donc pour cela, nous avons prévu une matinée, alors pour poursuivre la matinée qui est déjà bien engagée, un peu plus recherche en fait. Nous allons commencer par traverser de l'Atlantique, au moins dans la pensée, pour aller voir des pratiques inspirantes au Québec. Donc, à la fois du point de vue de la politique publique, sa construction et son application, et puis d'un point de vue de la recherche dans le cadre de chaires thématiques. Donc, nous écouterons d'abord Mélanie Couture, qui est titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés. Et puis, nous écouterons par la suite Anne-Marie Savard, qui est titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés. Pour finir la matinée, nous accueillerons Benoît Hérault, qui est responsable scientifique du programme de structuration de la communauté mixte de recherche citoyenne sur l'exercice des droits humains des personnes vulnérabilisées par la vieillesse, la maladie, le handicap. Alors, c'est un intitulé très long. L'idée, c'est d'apprendre de ce modèle de production des savoirs, non pas sur, mais avec les personnes concernées. Et puis dans l'après-midi, nous avons souhaité présenter un ensemble d'expériences associatives, individuelles, professionnelles, en lien également avec la recherche, autour de 2 tables rondes. Donc une première table ronde que nous avons appelée « Garantir des droits aux personnes accompagnées, les initiatives associatives ». Pour ce faire, nous débuterons par la présentation d'une situation complexe et son analyse collective avec des outils spécifiques. Donc c'est M. Philippe Guillaumeau, ancien président d'ALMA des Pyrénées-Atlantiques et vice-président de l'association Prisme, qui présentera cette situation complexe. Nous poursuivrons avec Laurent Frémont, qui est cofondateur du collectif Tenir ta main, dont l'engagement a débouché sur l'inscription dans la loi du droit de visite inconditionnel en EHPAD. Dans cette même table ronde, nous accueillerons Franck Egbel, directeur général de la Fondation Pluriel, fondation qui travaille à la prise en compte de la parole des personnes en situation de handicap avec déficience intellectuelle pouvant être victimes de maltraitance. Ensuite, la deuxième table ronde que nous avons appelée « Opérationnaliser la définition de la maltraitance, de quoi la vulnérabilité est-elle le nom ?»
nous permettra de faire discuter Stéphanie Pierre, qui est chargée de plaidoyer en santé publique pour France Asso Santé. Elle présentera la participation de France Asso Santé aux états généraux de la maltraitance et le portage qui se poursuit de la thématique de la maltraitance auprès de son réseau d'adhérents. Nous accueillerons ensuite Benoît Reboulsaz, délégué national d'ATD Quart Monde, qui présentera les travaux d'ATD Quart Monde sur la maltraitance institutionnelle depuis un certain nombre d'années, et spécifiquement en lien avec les situations de pauvreté. Et enfin, nous écouterons Anne Sadoulé-Mazurel, ancienne chef de la mission régionale inspection contrôle d'évaluation de la DRETS Occitanie et qui est actuellement animatrice du groupe de travail évaluation des politiques d'action sociale à la Société française d'évaluation et qui souhaite œuvrer à la libération de la parole sur les maltraitances. Voilà le programme de la journée. Et comme je vous l'avais promis, est-ce qu'il y a des questions, notamment en direction alors de Tact, mais aussi d'Alice Casagrande et ce qu'elle nous a pu nous raconter sur la production en fait de ces dispositions législatives. Oui, on va vous apporter un micro. Bonjour, je m'appelle Élodie, je travaille pour la Fédération 3977 qui lutte contre les maltraitances. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir le rapport à la loi Bien vieillir, qu'on a, nous, vécu un peu comme des clowns tristes. La Fédération, moi j'y suis depuis pas longtemps, donc je ne suis pas le porte-parole de l'antériorité. Je suis arrivée en février, pour m'occuper de tout ce qui était relations publiques, relations institutionnelles. Et la loi Bien vieillir, en fait, elle était arrivée juste avant mon départ, enfin mon arrivée. Moi, j'ai passé 10 ans à travailler dans le secteur politique, à l'Assemblée, au Sénat, en ministère pour des partis. Donc, je suis très au fait de ces rouages difficiles et ces arcades noueuses que connaissent le milieu politique. Et la question là, sur la loi Bien vieillir, c'était par rapport à la lutte contre la maltraitance. Nous, on a noté des lacunes méthodologiques sur cette loi, où en fait, il propose en fait un reboot et un reset de la plateforme nationale et de la centrale d'appel avec un appel d'offres qui est en préparation, et le fait que les centrales MA ne soient plus intégrées en fait dans ce circuit. C'est-à-dire que là, nous, on fait des démarches d'aller vers toutes les ARS pour pouvoir en fait se faire connaître et montrer quelles sont nos qualités en gros sur le terrain. Et c'est pas inscrit dans la loi, donc c'est le secteur du tiers associatif qui, pour moi en tout cas et pour la fédération, n'avait pas été reconnu. Des lacunes thématiques aussi, parce que 75% des appels que nous avons proviennent de maltraitance domiciliaire et non institutionnelle, alors que la loi est quand même très focus institution. Et ensuite des maltraitances, des lacunes structurelles, parce que nous, on a 50 000 appels qui arrivent sur la plateforme du 3977, et il n'y en a que la moitié qui sont des maltraitances avérées, qualifiées après par la plateforme, les écoutants et par les centrales MA. Et du coup, quid de la prévention ? J'ai pas retrouvé en fait la thématique de la prévention, parce que le travail que font nos écoutants et les centrales MA d'accompagnement des personnes qui viennent faire des signalements et des alertes, on se rend compte qu'il y en a 50% qui sont des dossiers qu'on transmet aux ARS ou aux conseils départementaux, aux préfets, aux différentes entités, mais il y en a 50% qui sont que du travail d'écoute et d'accompagnement, qui sont de la prévention et qui ne sont pas du tout inclus dans la loi. Donc comment on fait pour pallier ces trois lacunes structurelles, thématiques et méthodologiques par la suite, et dans l'esprit de faire front commun? Nous, on n'est pas on essaie de fonctionner, on essaie de trouver des solutions ensemble. Alice. C'est passionnant de vous écouter dire ce que vous dites. Alors je sais pas qui a parlé, parce que j'étais... D'abord parce que j'écoutais les chercheurs et je me disais ah oui, c'est vrai qu'être chercheur avec un cadre mouvant, ça doit pas être drôle. J'y avais absolument pas pensé pendant que j'étais engagée dans toutes ces actions. Donc
Et Madame, vous avez donc évoqué trois points. Vous dites que le 3977 n'est pas nommé dans la loi et que c'est problématique. Alors c'est drôle parce que nous justement, on a eu le sentiment qu'on ancrait de manière juridique instituée le fait que toute la structuration de la coordination des alertes devait être reliée à la plateforme nationale. La raison pour laquelle on n'a pas mis départemental, c'est parce que effectivement les organisations sur les territoires étaient variées. Il y avait des territoires dans lesquels certains départements ont repris la gestion des alertes téléphoniques, d'autres non, etc. Donc du coup, c'est vrai que la loi comporte quelque chose d'un peu imprécis et peut-être du coup omet de citer cette dimension téléphonique qui est alors là complètement capitale. Quand vous dites le domicile n'est pas cité, pour nous, alors c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, je ne partage pas ce constat, mais ça veut dire qu'on n'est vraiment pas clair du tout dans une loi, parce que à partir du moment où vous dites que les ARS sont en charge de ce qui se passe dans les établissements et les départements sont en charge de ce qui se passe à domicile, pour la première fois, vous expliquez et vous écrivez que les départements sont en responsabilité, ce qui jusqu'ici était un implicite, que d'ailleurs plein de départements avaient parfaitement intégré, et il y a énormément de départements très actifs qui notamment au sujet des constats des services à domicile, mais pas que, sont très engagés sur ces questions. Mais pour nous, le domicile était l'un des enjeux, sinon l'enjeu majeur en fait de la loi, puisque c'était les maltraitances les moins bien couvertes. Donc là aussi, extrêmement intéressant d'avoir votre perception. Et en fait, la prévention n'est pas dans la loi, vous avez raison, elle est dans la stratégie. Alors là, pour le coup, vous avez complètement raison. C'est une loi qui organise la réponse aux alertes. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avant qu'il y ait alerte ? Qu'est-ce qu'on fait repérage précoce ? Qu'est-ce qu'on fait formation, etc., etc. Ça va être, je crois, beaucoup évoqué dans le cours de la journée. Qu'est-ce qu'on fait protection juridique des majeurs ? Enfin, tous ces sujets extrêmement sensibles. Et là, pour le coup, il y avait une dimension. C'était la 3e que devait porter la commission sur l'expérimentation qui se figure dans la stratégie de lutte contre les maltraitances, avec notamment une partie très forte sur le domicile, autour de comment est-ce que des actions à domicile permettent de faire baisser le niveau des violences dès lors qu'on en repère des débuts, en fait, c'est-à-dire des prémices. Et là, les stratégies se croisent, puisque en l'occurrence, c'est une action qui est croisée avec la stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une stratégie qui, alors, quand j'étais au cabinet, on a repéré des initiatives absolument géniales, d'Alma et d'autres. Par exemple, je me souviens d'une association à Châlons qui porte de la médiation familiale spécifique au public aîné. Je me souviens d'une association qui s'occupe de repérage précoce de maltraitance envers des adultes vulnérables en ESAT, à travers des dispositifs de QVT, qui finalement aboutit à repérer, y compris non pas seulement la souffrance au travail, mais la souffrance à l'intérieur des familles où vivent les travailleurs handicapés. Bien entendu, il y a la recherche à part, dont vous parlera tout à l'heure Philippe Guillemot. Tout ce vivant, à mon avis, a pris en plein dans la gueule l'instabilité ministérielle. D'où l'important, pardon d'être cru, quoi. Mais qu'en fait, toute cette masse de pensées, de travaux, de discussions, de tables rondes, d'ateliers, etc., aujourd'hui, il faut absolument que les acteurs les portent et les apportent aux ministres, parce que si, effectivement, c'est pas fait, tout ce qu'on avait commencé à dessiner, et vous avez raison, la prévention, c'est complètement majeur, ne sera pas ancré suffisamment. Merci Alice. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques dans la salle ? Oui. Vous avez parlé de la... Comment est-ce que vous appelez ça ? La commission en fait régionale qui est chargée pour la transparence démocratique de se réunir chaque année. Est-ce qu'on a accès aux résultats de ces commissions ? Est-ce qu'elles sont publiées, s'il vous plaît ? Alors aujourd'hui, le dispositif est en train de s'installer, donc à ma connaissance, certaines CRSA sont plus avancées que d'autres. Je pense à Bourgogne-Franche-Comté par exemple, mais d'autres. Mais comme les cellules ne sont pas encore installées de manière opérationnelle, a fortiori les commissions régionales santé-autonomie elles-mêmes n'ont pas rendu d'avis sur ce qu'elles en pensent, sur ce qu'elles comptent faire. Ce que je crois, et je me félicite notamment de la présence de France Asso Santé ici, mais bien sûr d'autres acteurs associatifs, c'est que les CRSA s'en occuperont d'autant mieux que les acteurs des CRSA diront qu'il faut s'en occuper. C'est-à-dire que le cadre est posé, mais
qu'est-ce qui va faire qu'une CRSA va débattre de manière exigeante, par exemple, d'une CRSA à une autre, d'une commission régionale santé autonomie? Peut-être que, mettons, en Île-de-France, les acteurs diront nous, on veut les signalements au parquet. D'accord ? C'est pas dans la loi. C'est-à-dire, vous n'avez pas dans la loi que la commission régionale santé autonomie débat de tous les signalements, y compris les suites au parquet. Bon. Donc, peut-être que quelqu'un aura la bonne idée de dire, dans les éléments dont nous débattons, il ne faut pas que seulement que ce soit les événements indésirables au sens ARS. Il faut qu'il y ait... Deuxièmement, ces CRSA, est-ce qu'elles rendront publics leurs travaux? Normalement, les travaux, les comptes rendus des CRSA sont sur le site de l'Agence régionale de santé. Mais vous savez comme moi qu'il y a deux manières d'être transparent. Il y a transparent, genre je mets ça bien au fond et personne ne sait que ça existe. Et puis il y a transparent, je fais un petit post sur les réseaux sociaux et je dis aujourd'hui la CRSA s'est réunie, elle a été très heureuse d'accueillir Anne Sadoulé justement pour faire le lien avec les démarches d'inspection, contrôle, etc. Et nous constatons que on a vraiment beaucoup d'informations sur ça et ça, mais pas du tout sur ça. Et que tiens, c'est drôle par rapport aux autres départements, aux autres régions, on fait beaucoup plus d'inspection, contrôle, ou on en fait beaucoup moins, ou on en fait beaucoup plus sur les personnes handicapées et puis beaucoup moins sur les personnes âgées, ou on en fait sur les établissements, mais quid du domicile. Donc, en fait, la boîte qu'a posée la loi, elle est, et d'ailleurs votre collègue vient de le relever, il y manque plein de choses. Et du coup, si les acteurs ne sont pas, d'une part, informés de tout ça, mais d'autre part, un peu proactifs, effectivement, le risque, c'est qu'une boîte de plus, une commission de plus, je pense que vous connaissez l'usure des commissions. Oh là là, encore une commission, on n'en peut plus. Bon, alors, la loi et la stratégie ont été économes de ce point de vue. Elles ont dit on ne crée rien de nouveau, parce que c'est pas... Bon, il y avait la cellule, ça c'est sûr, mais c'est tout. Donc je vous invite à être en fait en force de proposition et envoyer des messages toutes les semaines à Stéphanie Pierre pour lui dire bonjour Stéphanie, alors parmi d'autres. Merci. On va peut-être prendre une dernière question, s'il y en a une. Bonjour, Karine Bourquin-Trapet, je suis cadre de santé, donc de proximité dans un EHPAD. Et il y a quelque chose qui m'a fait réagir. C'est pas du tout politique ce que je vais dire. Madame Casagrande, quand vous avez parlé de ce que de ce que la maltraitance avait d'actif dans le non-développement d'un enfant qui en était l'objet, je dirais que moi j'essaye de sensibiliser mes équipes et les étudiants sur ce que le fait de ne pas faire génère une maltraitance. Et je me faisais la réflexion par rapport à... J'avais vu un reportage sur un symposium en Roumanie sur les orphelinats et les enfants privés de soins. Et comment est-ce que ça peut être transposé, c'est ce que je comprenais dans votre propos, ça peut être transposé quelque part chez les personnes âgées. C'est-à-dire quand on ne fait rien, on produit quelque chose de néfaste. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de développer avec les équipes. On essaie de leur en faire prendre conscience de cette manière-là. Notre manière à nous aussi de lutter contre une certaine forme de maltraitance. Dans la définition de la maltraitance, il y a bien violence et négligence. Et ce que vous dites me semble relever effectivement de cette partie ce qui n'est pas fait, donc la négligence. Je pense que c'est absolument ce que vise la définition, ce que vous venez de citer du point de vue de l'hospitalisme et tous les travaux de Spitz, etc., et de ce qu'on a constaté du dépérissement en fait des enfants. Je trouve très compliqué au fond de penser la négligence dans le champ de l'autonomie parce que on sait que l'autonomie est aussi quelque chose qui s'installe dans le non-faire des équipes. C'est-à-dire qu'on sait aussi qu'il y a un mode défensif dans les relations à la vulnérabilité qui consiste à faire d'autant plus. D'abord, ça va plus vite, parce qu'on sait mieux faire, parce qu'on risque que la personne ait moins bien fait certaines choses. Donc finalement, tout nous pousse à certains moments à faire à la place d'eux, c'est la fameuse expression consacrée. Or, le développement humain
passe aussi par le fait de faire soi, peut-être de faire moins bien, de faire différemment, mais c'est aussi les réflexions qui sont passionnantes autour des capacités et de finalement, au grand âge, à certains moments, il vaut mieux laisser quelqu'un faire moins bien. Et il y a des choix éthiques, par exemple pour les familles ou les soignants, de se faire moins bien. Qu'est-ce que c'est moins bien? Et bon, donc dans cette visée d'autonomie, mais vous avez parfaitement raison. Ce que la définition essaye d'instaurer, c'est l'idée du dépérissement des personnes par certains besoins sociaux, affectifs, relationnels, culturels qui ne sont pas satisfaits et dont on a vu l'exemple absolument terrifiant pendant la période de confinement pour tous les publics concernés. Je me réjouis beaucoup de ce que vous dites. C'est vraiment, je crois, il y a une résonance. C'est super. Merci et bravo. Juste peut-être une phrase qui nous guide, c'est une phrase de Gilles Herreros de Lyon 2 pour le coup. Qu'est-ce que je fais à l'autre quand je fais ce que je fais? Voilà. On invite les professionnels à se poser régulièrement cette question. Bravo.